Bonsoir, bienvenue à cette table ronde organisée par le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture à l'occasion du festival littéraire La Crue des mots. Alors, c'est une table ronde qui va partir du thème de notre événement cette année, c'est ouvrir les yeux, voir autrement. Donc, c'est une table ronde qui a été un petit peu conçue dans la foulée d'une autre table ronde qu'on a faite il y a quelques mois, avec ces questions-là d'intégration de l'art comme intégration, outil de cohésion sociale. Mais là, on s'était attardé beaucoup à des personnes qui venaient de l'immigration et à l'intégration entre les cultures et avec les nouveaux arrivants. Là, aujourd'hui, on a eu envie, avec ce thème de la crue des mots, donc, d'aller explorer d'autres types de marginalité, d'intégration sociale, et on y va avec l'art. Donc, on a ici des artistes magnifiques qui sont invités cette année à la Crue des mots. Et je les aime d'amour. Je vais vous les présenter un petit peu plus en profondeur tantôt, mais il y a Mathieu ici qui a conçu notre affiche, Mathieu Potvin, Sophie Labelle, qui est autrice et conférencière, Géraldine Saucier, autrice, compositrice, interprète, et Jean-Sébastien Bérubé, bédéiste et slameur. Avant qu'on aille plus loin, je veux souligner qu'aujourd'hui, c'est aussi la journée du poème à porter. Alors, on vous invite tous et toutes à porter avec vous un poème aujourd'hui. Alors, je vais distribuer les poèmes avant qu'on commence. Si vous voulez bien, faire circuler et vous allez repartir chez vous avec un poème. Avez-vous pris votre poème aujourd'hui? Non. Ben là. Je l'ai pris hier, j'étais d'avance. Alors, il y a 10 poèmes qui ont été choisis, qui ont été traduits en différentes langues. Et il y a un poème d'une autrice de la région, Annick Arsenault, qui est de Matane, dans la sélection de cette année. Alors, avant qu'on présente nos invités plus en profondeur, je veux dire et souligner que ce festival-là est présenté par Hydro-Québec, qu'on a de précieux partenaires, dont vous voyez les noms ici. Donc, la Métis, le CAC, on a les caisses populaires aussi. Et la table ronde d'aujourd'hui, tout spécialement, présentée par le FRIES et le Centre Femmes de la Métis. Donc, le FRIES, c'est le Fonds régional d'investissement en économie sociale et le Comité Femmes de la Métis qui est présent ici avec Mme Marianne Poirier, qui va venir vous dire un petit mot. Ben bonjour, ça me fait plaisir d'être là pour le Centre Femmes de la Métis. Donc, je vais vous présenter vraiment rapidement qu'est-ce qu'on fait au centre. Donc, on est un organisme qui existe depuis 2001, puis on agit dans la défense des droits collectifs des femmes, puis on offre des milieux de vie, des formations, des ateliers, des groupes de discussion autour de plusieurs thématiques. Puis on vise surtout l'éducation populaire auprès des femmes de la Métis. Puis on est vraiment dans le regroupement, on fait partie du regroupement de l'AIR, qui est le regroupement des centres femmes du Québec, qui travaille donc depuis quelques années là, à être dans le plus intersectionnel possible. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir avec vous pour la table ronde. Puis, ben voilà, on est honorés d'être là. Puis, je vais essayer de faire un petit résumé dans ma tête à l'écrit pour amener ça à mes collègues puis aux femmes du centre pour pouvoir leur dire notre expérience ici ce soir. Merci. Merci beaucoup. Donc, quand on parle de s'ouvrir les yeux, de voir autrement, et qu'on s'attarde à certaines marginalités, on le sait, on a tous été enfants à l'école, ça n'en prend pas beaucoup quand on se démarque, que ce soit par notre accent, notre couleur, notre comportement, on est neurodivergent, on a un corps qui marche pas avec ceux des autres, on est plus grand, on est plus petit, on est roux. Donc, toutes les raisons sont bonnes quand on est souvent très jeune pour se sentir discriminé ou souffrir de discrimination. Et l'art vient souvent sauver un peu des gens
différentes façons, différents moyens, différentes expériences. La création peut être une source de valorisation, peut faire augmenter l'estime de soi, ça peut servir à se défouler aussi, ça peut servir à se comprendre, à comprendre les autres, bref, à s'ouvrir à des expériences sensorielles et sensibles. Et donc, on a ici 4 magnifiques personnes avec qui on va parler de leur expérience sensible, de leur pratique artistique, de leur expérience de l'art comme outil de cohésion sociale, comme outil d'intervention peut-être aussi, et l'importance de la médiation. Hein, on le voit cette semaine, c'est ce qu'on fait au CLAC, c'est ce qu'on fait avec la Crue des mots. C'est une occasion pour des jeunes de rencontrer des artistes. C'est une occasion rare dans une année, parce qu'on n'est pas dans une région où il y a énormément d'artistes qui se promènent dans les écoles. L'accessibilité à des salles de spectacle sont souvent très loin. Donc, on a vraiment besoin d'amener les artistes à l'école. Et c'est ce que font tous ces artistes qui sont ici cette semaine. Alors, je vous présente un petit peu plus en profondeur nos artistes. Jean-Sébastien Bérubé, qui est BDiste, qui est originaire de la région, qui a un bac en bande dessinée. Je vais faire un petit tour avant de vous donner la parole. Non, mais... Alors, il a publié 4 tomes de la série Radisson. Comment je ne suis pas devenu moine chez Futuropolis, qui a remporté le prix BD des collégiens. Et Vers la tempête, des histoires, ces 2 dernières bandes dessinées qui sont basées sur sa vie, son expérience de vie, avec des thèmes qui tournent autour des questions de spiritualité, de confrontation aux réalités du monde, mais aussi à la violence, à la masculinité toxique. Et comment on se réapproprie soi-même pour parvenir à vivre. Jean-Sébastien est BDiste, mais il est aussi slammer. Et il s'implique aussi dans ABC, un organisme pour les personnes bègues. Et tu as d'ailleurs un magnifique chandail. Yeah. Alors, il y a Sophie Labelle qui est avec nous aussi. Sophie qui est aussi BDiste, écrivaine, conférencière. Toi, tu as commencé en 2014 la bande dessinée. Les premiers livres qu'elle a faits, c'est des cahiers à colorier non genrés pour les enfants. Donc, puis à cette époque-là, Sophie faisait de la ceinture fléchée. Wouhou! Depuis 7 ans, Sophie a fait le tour du monde. Elle s'est auto-éditée. Elle est éditée maintenant par des éditeurs, traduite, des romans, des bandes dessinées. Elle donne des conférences en français, en anglais. Tu as écrit en français et en anglais depuis longtemps aussi. Et tu vis maintenant en Finlande. Eh bien, on va sûrement y revenir tantôt. Mathieu Potvin, qui est illustrateur, c'est lui qui a fait la magnifique affiche de cette année. C'est la 2e fois qu'il collabore avec le CLAC pour une affiche. Il fait des illustrations maximalistes. Hein? On a 2 grandes tendances en design ces dernières années. Le style épuré, ce qu'on appelle la patate, là, des grandes formes un peu diffuses, avec des couleurs un peu pâles. Mais Mathieu, il va dans le sens contraire. C'est baroque, c'est plein de détails, c'est plein de couleurs aussi. On va voir comment tu as développé ton style. Tu as illustré des émissions de télé, Peigner le feu. Tu as travaillé pour plusieurs magazines et tu as fait aussi des étiquettes de vin, de bière et autres, toutes sortes de bonnes choses. Et Géraldine Saucier, qui est une artiste multidisciplinaire, bonjour, qui écrit des chansons, de la poésie, tu as publié un recueil. C'est la 2e fois que tu viens travailler ici au CLAC. Tu travailles en collaboration avec des groupes de femmes. Tu t'intéresses à la santé mentale, à l'itinérance, à des problématiques qui touchent les femmes très, très vulnérables, qui sont en situation de pauvreté, d'itinérance. Donc, on va parler de tout ça et d'où ça vient tantôt. Donc, maintenant que je vous ai présenté brièvement, j'aimerais ça que vous alliez puiser un petit peu dans vos souvenirs puis que vous me présentiez, c'est quoi votre arrivée aux arts? Comment l'art est arrivé dans votre vie? Comment vous avez commencé, jeune, soit à vous intéresser comme public ou soit à pratiquer
un art. Géraldine, je vais te laisser commencer parce que tu regardes et tu réponds beaucoup à ce que je dis. Je suis un peu nerveuse, alors je suis comme... Oui. Non, mais c'est arrivé comment, toi, le premier contact là, avec l'art dont tu te rappelles? Ben, en fait, je viens quand même d'une famille d'artistes, des artistes peintres au théâtre. Puis mon père, il avait publié 2 livres à son compte avant que je naisse. Puis j'ai tout le temps été une enfant très sensible. Je pleurais tout le temps. Puis je me faisais sortir des classes parce que je bougeais trop. Puis j'étais trop énervée. Fait que c'était comme un moyen, je pense, pour comme canaliser tout ça. Puis en 3e année, c'était ma première réussite artistique où j'ai gagné un concours de poésie. Mon poème portait sur les papillons. J'en étais très fière. Donc, voilà où tout a commencé. Donc, c'est les mots et c'est l'écriture qui est arrivée en premier. Ouais, puis aussi, comme, mettons, des fois, je sortais du bain, puis je disais à ma mère, « Hey, maman, je viens d'écrire une chanson, sors ton cellulaire, puis voici ma nouvelle chanson. » Puis je chantais ma toune. Mais je pensais jamais que... Ben non, je disais... Depuis que je suis petite, je dis, moi, je vais devenir chanteuse. Ah! Ouais, je savais, mais quand j'étais bébé naissant, je pleurais tout le temps. Fait que je pense que c'est comme j'avais quelque chose à dire, puis j'arrivais pas à le dire. Fait que là, c'était comme un moment donné, ben la voix, là, je l'ai dit d'une autre façon, puis mais ça aussi, c'est peut-être mon problème avec la colère. Là. Je suis pas capable d'être en colère. Fait que peut-être que j'amène ça d'une autre façon. Mais voilà. Faut aller chercher ça ailleurs. Jean-Sébastien, toi, t'as fait à la fois des arts et des sports quand t'étais très jeune. Et le dessin, c'est arrivé tôt? Ou? Oui, le dessin, c'est arrivé très, très tôt. En fait, moi, j'ai commencé à dessiner à l'âge de 4 ans parce que c'est mon père qui m'a montré à dessiner. Mon père, il dessinait puis il faisait de la peinture comme loisir. Là. C'était pas son métier. Là. Mon père, il était notaire. Puis, quand j'étais petit, il avait peint des personnages de Walt Disney directement sur les murs dans la maison, dans le sous-sol chez mes grands-parents. Puis, on avait toute la collection Tintin Astérix. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Puis par la bande dessinée. Puis à lire des bandes dessinées, c'est ça. Dans le fond, à l'école, ben j'étais un peu comme toi, en fait. Moi, faut dire que je suis une personne qui bégait. Mon bégaiement, il était beaucoup plus intense puis prononcé quand j'étais petit. J'ai fait énormément d'orthophonie, de thérapie, puis bon, plein de choses. Puis j'en fais encore aujourd'hui, là. En ce moment, je suis dans une thérapie de groupe pour le bégaiement. Avec l'ABC, donc Association Bégaiement Communication. J'apprends à m'accepter comme je suis. C'est une clé pour vivre avec le bégaiement. C'est vraiment la clé, c'est de l'accepter, même si la société nous renvoie une image négative de tout ça. Mais donc, à l'école, ben moi, je dessinais puis je faisais des bandes dessinées. Pour moi, la bande dessinée, c'est devenu un moyen d'expression. Comme j'avais énormément de difficultés à m'exprimer quand j'étais petit, ben le dessin et la bande dessinée, c'est vraiment devenu ça, un moyen d'expression. Mon moyen d'expression par excellence, avant de faire du slam. Oui, on va en reparler tantôt du slam. Avant, je vais demander peut-être, tiens, Mathieu, on va y aller avec toi. Je pense qu'en étant tous des artistes, on a des parcours similaires. Là. Tu dis 4 ans, moi j'allais dire 3 ans. Je ne veux pas te relancer, là, mais en tout cas... moi, j'avais à peu près 3 ans, je me rappelle. J'ai un crayon de cire dans les mains, puis ça en est suivi plusieurs feuilles blanches. Ça coûtait bien cher à mes parents de crayon puis de feuilles. Puis, ben c'est ça, comme je dis depuis le début de mes ateliers, je regarde souvent les pupitres, des jeunes dans les classes, puis les miens, ils étaient tellement crottés. Là, je veux dire, ben pas crottés sales, mais crottés d'art, mettons. C'est bizarre d'une même, mais en tout cas, on se comprend. Je dessinais sur tous mes pupitres. Je prenais pas beaucoup de notes à l'école, mais je dessinais en masse. Puis au secondaire, quand on changeait de classe, ben la personne qui prenait mon pupitre savait je te passais où. C'était à peu près ça. Ouais, moi, le dessin, pour moi, ça a été un gros outil d'auto-valorisation, je dirais, surtout à cet âge-là, au début. J'ai vécu, c'est drôle, tu parlais d'intimidation tantôt. J'en ai vécu énormément au secondaire et au primaire. Puis, ben moi, les seuls moments où on arrêtait de m'écœurer en guillemets, puis qu'on me valorisait, c'était quand je montrais mes dessins, tu sais.
Fait que pour moi, j'ai dessiné pour me valoriser puis pour me faire une armure avec ça. Donc, l'art a été très salvateur pour moi à cette époque-là de ma vie. Puis, ça m'a amené à en faire un métier contre vents et marées plusieurs années plus tard. Donc, oui, moi, c'est comme ça que l'art est arrivé dans ma vie. Puis, je dirais même qu'en quelque part, l'art m'a gardé en vie. Donc, voilà pour moi. Ouais. Oui, je pense que tout le monde a l'air d'accord avec ça. Ouais. J'ai rien à ajouter. Je pense que tout a été dit. Moi, j'ai surtout commencé à lire très tôt. Mon grand frère allait à la maternelle. Et j'ai vraiment commencé à lire en même temps que lui, il y a 3 ans de plus que moi, d'accord? Alors, je me suis mise à lire énormément avant même d'arriver à l'école et ça incluait beaucoup de bandes dessinées, nécessairement. Et moi, ma mère, à chaque Noël, elle me ramène l'anecdote qu'à 5 ans, moi, mon métier de rêve, c'était devenir poète. Ah ben. Quand même, à 5 ans, là, c'est pas banal. Oui, mais quand elle dit à mes amis quand j'ai 12 ans, c'est moins le fun. Mais, sinon, moi, ma seule formation artistique, c'est un certificat en couture. D'accord. Et, donc, tu as un parcours d'autodidacte, vraiment, en écriture, en dessin et tout ça. Mais pas en couture. Par contre, quand j'avais 6-7 ans, je passais énormément de temps chez mes grands-parents qui avaient moins de pression pour faire de moi un garçon hétérosexuel conforme aux stéréotypes. Et ma grand-mère m'avait montré à coudre. Et donc, on a fait des parades de mode ensemble pour mes toutous. J'ai encore plein de vêtements qu'on a fait pour mes toutous, puis tout ça. Puis ça, je crois que ça apparaît beaucoup dans ma pratique artistique présentement parce que mes personnages changent de vêtements tout le temps. Et ça arrive très souvent que sur les médias sociaux, on me dise « Wow, tu devrais te partir une ligne de mode parce que justement, je mets beaucoup d'efforts dans les vêtements que portent mes personnages. » Mais sinon, la bande dessinée, écoute, c'est tellement exactement ce qui s'est passé. C'est ce que je raconte aux jeunes dans les écoles. Je me faisais énormément intimider parce que, tu sais, et les mêmes qui m'intimidaient, les mêmes élèves, les camarades de classe qui me criaient des insultes homophobes et transphobes, la même récréation me demandait des dessins. « Hey, peux-tu me faire un dragon? » Je suis comme... Tu viens de me crier que j'étais fif. Et vraiment, c'était vraiment ma porte d'entrée vers la coolitude. J'étais soudainement cool parce que je faisais des bandes dessinées. Et donc, les adultes aussi autour de moi, les adultes autour de moi ne me prenaient pas en vidéo sur leur cellulaire. J'étais comme, voyons, t'as quel âge? Non, mais... non, mais les adultes autour de moi, fin 90, début 2000... la bande dessinée, c'était encore vu comme étant très masculin, comme hobby, comme intérêt. Et donc, je me suis vraiment servi de ça comme armure, comme carapace, parce que oui, je faisais mes propres vêtements, mais je faisais quand même aussi des bandes dessinées. Et donc, ça m'a vraiment sauvé la vie plusieurs fois, je pense. Tu parles de ta grand-mère qui t'aidait puis qui t'a donné des cours de couture puis avec qui tu faisais des vêtements pour tes toutous. C'est une alliée, ça. C'est rare, c'est précieux dans l'enfance d'avoir des alliés comme ça. Est-ce que vous en avez, vous, des alliés qui ont entretenu, qui ont poussé cette flamme-là? Qui veut? Oui, Mathieu? Moi, disons que c'est sûr que j'en ai eu plusieurs. J'étais chanceux quand même. Là. Je pense que j'ai eu autant d'alliés que j'ai eu d'adjuvants. Mais moi, j'ai une famille extraordinaire. C'est drôle, les grands-mères, hein, moi aussi. J'étais très proche de ma grand-mère qui était très là pour moi. Ma mère, et je pense beaucoup aussi... Puis ça fit avec la crue des mots. Dans le corps enseignant, moi, c'était une bibliothécaire qui avait été très, très, très là pour moi. Et Cordonnier Balchaussée, c'est drôle. J'ai jamais été un grand lecteur. Et j'étais pas un grand lecteur non plus, mais pour moi, ma cachette, c'était la bibliothèque. Fait que, parce que, évidemment, ceux qui m'écœuraient n'allaient pas à la bibliothèque, ils jouaient au deck hockey puis à ces affaires-là.
Puis moi, étant pas sportif, ça faisait mon affaire, j'avais ma cachette. Fait que j'allais à la bibliothèque. Puis, je suis devenu l'ami de la bibliothécaire et on est encore amis aujourd'hui. Ouais. Puis elle est venue me voir dans les salons du livre, puis elle a ramené mes BD dans la bibliothèque de mon école secondaire. Fait que, tu sais, j'avais bouclé la boucle. Fait que disons que, Michel, pour ne pas la nommer, c'était vraiment mon ami. Tu sais, c'était mon allié. Elle était tout le temps là pour moi. Fait que, je te dirais que les corps enseignants d'école et le personnel d'une école aussi, pour moi, ça a été ma grande aide, là, vraiment, vraiment. T'sais, ils m'ont beaucoup accueilli là-dedans. Ouais, vraiment, vraiment. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui? Moi, je peux dire que peut-être mes parents qui ont été beaucoup là pour moi. Mon père il a été écrivain puis après ingénieur, mais il comprenait, je pense, le désir de vouloir écrire. Puis j'ai été étudier 2 ans en Écosse. Puis il m'a vraiment encouragée à y aller. Il m'a beaucoup aidé à ce que ça puisse se concrétiser. Et ma mère aussi qui m'aide dans mes spectacles et tout. Mais j'ai pas eu trop la même expérience avec le corps professoral. Moi, je me suis fait intimider par des professeurs. Fait que, j'allais à une école privée très réputée, puis je me faisais souvent sortir de la classe ou dire des choses inappropriées. Fait que De la part des profs. Ouais, de la part des profs. Parce que je pense que j'étais différente, puis j'arrivais pas à rester assise, puis à pas bouger, puis j'étais très anxieuse, là, je fais de l'anxiété, fait que ça les énervait. Fait que c'est ça. Donc, est-ce que tu as eu plus tard, à un moment donné, quelqu'un qui t'a un peu encouragé, qui t'a guidé, qui t'a... Il y a mes parents, mais je pense qu'au fond, je pense que j'ai été mon propre meilleur allié, parce que moi, je me suis fait dire nombre de fois comme tu vas pas être chanteuse, genre les profs ils me prenaient pas dans les auditions, ils me disaient ça va pas marcher ta carrière, tu devrais changer de carrière. Nombre de fois que je me suis fait dire ça quand j'étais au secondaire, puis j'étais comme genre watch out. Genre, je pense que je suis quelqu'un de très persévérant. Excusez pour le petit, mais je suis quelqu'un de très persévérante, fait que comme si je veux faire quelque chose puis genre, on me dit que ça va pas marcher, je vais être comme, mais je vais te le prouver que ça va marcher. Je vais l'essayer. Jean-Sébastien, je te voyais acquiescer quand on parlait des professeurs. C'est ça, les professeurs. Moi, à l'école primaire à Rimouski, j'ai été violenté physiquement par les professeurs, fait que mes parents m'ont changé d'école, en fait, là, dans les années 80, là. Puis, je pense que... Non, je suis pas mal sûr que tous les professeurs qui me violentaient sont décédés aujourd'hui, là. Mais ouais, non, mais c'est ouais. Mais de vieillesse, si vous avez envie de violenter Jean-Sébastien. Non, mais de vieillesse, là. Mais oui, c'est ça. Mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, là. Évidemment. Mais ouais, il reste que quand on est enfant, c'est un peu traumatisant comme expérience, là. Mais oui. Mais sinon, moi, quand j'étais petit, là, la personne qui m'a beaucoup encouragé à dessiner, c'est ma grand-mère. En fait, donc la mère de mon père, elle me voyait comme un futur Disney, là. Fait que elle arrêtait pas de dire ça. Là, Jean-Sébastien, il va devenir le prochain Walt Disney, tu sais. Alors que moi, c'est pas Walt Disney qui m'intéressait, c'était la Belgique avec Spirou puis tout ça, là. Ouais. Mais dans ta vie, est-ce que c'est un peu pour ça que tu parles de la violence aussi à l'école? Parce qu'une autre partie de toi qui est très présente et qu'on voit dans tes livres, c'est le karaté aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça fait partie de ce processus de guérison-là, de dire je vais devenir fort, je me laisserai pas intimider? Ben oui, c'est évident. Ouais. C'est évident que c'est ça, là, tu sais. Je pense que le karaté, pour moi, c'était le fantasme de plus... comment je pourrais dire ça?
plus avoir peur quand je marche tout seul dans la rue, parce qu'à Rimouski, quand j'étais enfant puis adolescent, il y a des gangs de voyous qui me couraient après dans la rue pour me casser la gueule, tu sais. Fait que je me suis mis à... Tu sais, je prenais plus l'autobus scolaire, en fait. J'allais à l'école à pied parce que les gens dans l'autobus scolaire voulaient ma peau, tu sais. Fait que j'avais arrêté de prendre l'autobus scolaire, j'allais à l'école à pied, puis je longeais les corridors de l'école. J'essayais de pas me faire voir, de pas me faire remarquer. Des fois, dans le cours d'école, je me tenais tout seul dans un coin, puis les professeurs, ils venaient me voir pour me demander comment ça se fait que je jouais pas avec les autres jeunes. C'est parce que les autres jeunes, ils voulaient pas jouer avec moi, tu sais. À un moment donné, une prof, c'était en 5e année du primaire, une prof, elle était venue me voir, puis elle a dit, ben, va donc jouer au ballon prisonnier là, avec la gang. Puis là, j'arrive, tu sais, OK. Puis là, je le savais que ça allait pas bien se passer. Fait que là, j'arrive pour jouer au ballon prisonnier. Puis là, il y a un des voyous, justement, là, il vient me voir, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? On veut pas de toi. Là, je sacrerai pas, là, mais il a sacré, là. Puis il me poussé, tu sais. Fait que je suis juste retourné dans mon coin, tu sais. Fait que c'était évident que le karaté, pour moi, c'était vraiment comme, tu sais, je voyais ça comme, tu sais, un moyen de faire face à tout ça, puis juste arrêter d'avoir peur de marcher dans la rue, tu sais. Est-ce que, parce que c'est terrible ce que tu as vécu, mais est-ce que le dessin que tu faisais était valorisé autour de toi, à part ta grand-mère, ou si tu étais tellement marginalisé que même ça, tu n'étais pas la personne à qui on allait demander de dessiner un dragon? Là? Ben, je me faisais mettre à la porte de mes cours à l'école parce que je dessinais dans les cours, justement. Là, à un moment donné, il y a un prof... Tu sais, je me rappelle en secondaire 3, mon prof de géographie, là, il avait pété une grosse coche devant toute la classe. Il s'était mis à crier après moi, puis parce que j'avais fait des dessins dans les marges des cahiers de géographie, là. Puis là, il m'avait mis à la porte du cours. Puis finalement, pas longtemps après, j'ai appris que j'étais transféré du cheminement régulier au cheminement individualisé au Polybert, là. Fait qu'ils m'ont transféré, en fait, de cheminement. Donc, c'est ça. J'ai quitté le régulier, puis j'étais allé finir mon secondaire au cheminement individualisé. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que j'aimais mieux ça, tu sais. J'aimais mieux ça être dans le cheminement individualisé parce qu'au régulier, je trouvais ça trop anxiogène, puis je trouvais ça trop intimidant puis stressant, tu sais. Alors que ce qui est drôle, c'est que dans le cheminement individualisé, j'étais avec plein de bums, tu sais, puis tout le monde tripait sur moi parce que je dessinais. Puis là, c'était comme un revirement complet de situation, alors que les élèves au régulier se moquaient de moi puis me méprisaient. Ben, les bums du cheminement individualisé, ils tripaient tous sur moi, tu sais. Il était déjà marginalisé aussi. Ouais, il y avait peut-être cette espèce de communauté. Mais avez-vous eu des mentors, des gens qui ont, en sortant de la famille, avez-vous rencontré des artistes? Ça a été quoi vos expériences de mentorat ou d'artistes qui auraient pu vous influencer ou vous aider? OK, là, il faut vous imaginer, moi, à 13 ans, d'accord? Sur DeviantArt. Connaissez-vous DeviantArt? DeviantArt, oui. C'est une plateforme, c'est comme un ancêtre de médias sociaux pour les arts. Et c'est là que tous les ados au début des années 2000 allaient dessiner leur fan art homoérotique. C'est pour ça que j'étais là. Et c'est là que j'ai rencontré ma première amie trans. Donc, moi, je viens d'un tout petit village. Donc, quand je m'en vais en région dans les écoles, puis je dis que je viens d'un tout petit village, puis là, ils sont comme, ben, c'est pas mal petit ici aussi. Puis là, je suis comme, ben, on n'avait même pas de dépanneur, tu sais. Puis là, ils sont comme, OK, ouais. Et donc, ma première amie trans qui m'a vraiment aidée à voir que moi-même, j'étais trans, évidemment. Donc, ça faisait plusieurs mois qu'on se parlait, puis elle était un peu plus âgée que moi, puis elle dessinait, évidemment, elle aussi, puis on s'échangeait nos dessins comme ça, puis puisqu'elle était un peu plus vieille que moi, évidemment, j'écoutais tout ce qu'elle me disait, tous les trucs qu'elle me donnait. Parce que là, tu étais dans une communauté là, de dessins. Exactement. Ouais. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a poussé à faire mon coming out.
parce qu'à un moment donné, c'est ça, on jasait, puis elle me dit « Ouais, toi, là, tu me donnes vraiment une vibe que t'es peut-être trans. » Puis moi, je fais comme... Moi, je portais une robe, là. J'étais comme « Ben non, voyons. » Puis finalement, j'ai fait mon coming out le lendemain. Sur LiveJournal, il y avait des gens sur LiveJournal, non? OK. Un autre média social du début des années 2000. J'étais... non, c'est ça d'être dans un petit village avec juste un ordinateur comme contact sur le monde. C'est quand même une belle ouverture sur le monde, justement. Ça permet des alliances. Avez-vous eu des liens comme ça sur Internet qui ont été facilitants, peut-être plus que dans la vraie vie? Non? Sophie, t'es une exception? Oui? Donc, je vais reprendre ma question du départ. Des mentors ou des gens qui vous ont motivé ou qui vous ont accompagné ou des artistes avec qui vous avez eu un contact? Ben moi, j'aurais peut-être 2 expériences là-dessus. En fait, si je suis illustrateur aujourd'hui, je dois, grâce à une autrice jeunesse, en fait, qui s'appelle Maryse Pagé, une belle anecdote où je peux dire que pour une fois, j'étais à une place où on m'attendait pas, puis ça a été hyper payant. Moi, j'ai un parcours vraiment zigzag. Oui, j'ai fait un cours en graphisme, là, un deck en graphisme de 3 ans. J'ai travaillé comme graphiste, j'ai pas tant aimé ça. Puis, histoire courte, mon autre passion, moi, c'était le monde de la télévision. Donc, j'ai été faire un bac en com, puis j'ai fini par travailler comme recherchiste à la télévision, entre autres sur un souper presque parfait. Une des jobs les plus spéciales que j'ai faites dans ma vie. Je m'occupais des candidats, je vais juste dire ça. Alors, fait que c'est ça. Mais c'est par la télé que j'ai rencontré Maryse, qui était aussi recherchiste et autrice, puis qui, à l'époque, commençait une série de livres jeunesse. Et puis, j'étais à la bonne place au bon moment. Ben, évidemment, il n'y a personne qui dessine en télé. Là, j'étais le seul, fait que tout le monde le savait. Ça me faisait sortir du lot pour la bonne raison. Puis, Maryse me dit, écoute, Mathieu, j'ai entendu dire entre les branches que tu dessines. Et je n'étais pas un illustrateur professionnel du tout à l'époque. Me dit, ben écoute, on avait un illustrateur, mais c'est un Australien et il y a un conflit d'horaire. Donc, si ça te tente, je t'offre le mandat de l'illustrateur australien qui était assez connu. J'ai fait OK, fait que j'avais un contrat, mon premier contrat d'édition comme ça, tu sais, j'ai vraiment été hyper chanceux là. Puis c'est grâce à cette première opportunité-là que je suis devenu illustrateur aujourd'hui, parce qu'après, avec mon premier livre, je me suis fait remarquer au Salon du livre de Trois-Rivières, puis ça m'a vraiment donné le bon coup de pied là, tu sais, pour dire OK là, tu lâches ta job, puis tu vas suivre ta passion, tu sais. Les 4 premières années ont été ça fait 9 ans maintenant, là, les 4 premières années ont été vraiment une galère. Aujourd'hui, je regretterai jamais d'avoir suivi la belle porte que Maryse m'a ouverte. Puis c'est ça. Puis l'autre mentor, c'est arrivé quelques années après. Un des enjeux en illustration, c'est qu'il faut vraiment avoir un style assez précis. Les clients n'ont aucune créativité, donc quand ils t'engagent, il faut qu'ils sachent pourquoi ils payent, en fait. Et mon style a pris du temps, moi, à se développer. Mon 4 ans de galère, c'est entre autres à cause de ça. Puis, il y a un illustrateur, je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent dans la salle, qui s'appelle Vincent Gagnon. Il travaille sur le nom de Vig. En fait, travaille aussi avec le duo Belle Brute, avec sa copine. Et puis, ben Vincent, ça a été vraiment mon papa d'illustration. Il m'a vraiment pris dans ses bras. Puis, il m'a aidé vraiment. Je me rappelle, il avait passé à un moment donné 2 heures dans un resto avec moi. On a regardé chaque morceau de mon portfolio. Puis il me dit, ben, tu sais, telle couleur, t'en as pas besoin. Tel contour, t'en as pas besoin. Et je vous dirais qu'à peu près la moitié du style que j'ai aujourd'hui, je le dois à ces 2 heures-là que j'ai passé avec Vincent. Puis il n'y a pas une journée où je pense pas à Vincent quand je travaille, tu sais. Fait que, ça m'émeut quasiment. Mais c'est ça, tu sais, ça a vraiment. Puis c'est lui qui m'a permis d'être maximaliste, comme t'en parlais tantôt, là. Je veux pas devancer tes questions, fait que je vais m'arrêter là. Mais c'est ça, ouais, c'est lui qui m'a dit, ben écoute, je pense que t'es bon quand tu cries de la couleur, quand tu cries du détail, tu sais. Puis pour faire écho à ce que je disais tantôt, bon, je fais de la thérapie, là. Puis en thérapie, j'ai parlé de mon style avec ma psy, puis je me suis rendu compte que si je mets autant de détails, je pense que l'affiche de la crue est un bel exemple, là. Si je mets autant de détails, si je mets autant de couleurs, puis je mets autant d'heures dans mes illustrations, c'est parce que je veux qu'on me remarque. Ouais. C'est comme si j'avais envie de crier ma présence par mon art. Je me suis tellement tué longtemps quand je vivais de l'intimidation, j'ai tellement été en retrait qu'on dirait que là, j'ai toute la place pour dire que je suis là puis que j'existe. Fait qu'il faut que ça apparaisse dans mes illustrations. Puis il y a un côté de moi qui veut toujours être le meilleur aussi, parce que j'ai encore le besoin de prouver que je suis le meilleur. C'est comme si j'étais encore en réaction avec ce que j'ai vécu dans le passé. Fait que je te dirais que
toute cette belle thérapie-là donne de l'art comme ça. Fait qu'on va dire ça comme ça. Fait que c'est un peu par là que je pensais pour ça, ouais. Je te voyais acquiescer beaucoup, Jean-Sébastien. Ouais, tu sais, c'est cette idée-là de vouloir être le meilleur. J'en parle justement dans vers la tempête, là, ma bande dessinée vers la tempête. Ben, c'est parce que moi, j'ai été élevé avec cette mentalité-là. Tu sais, mon père, il arrêtait pas de me dire c'est vraiment ça que tu veux faire dans la vie de la BD? Puis là, je disais oui, ben si c'est vraiment ça que tu veux faire de la bande dessinée dans la vie, tu dois devenir le meilleur au Québec. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qu'il me disait. Puis ce dialogue-là, il est dans ma bande dessinée vers la tempête au début. Puis parce que c'est comme ça qu'il me parlait, tu sais. Puis, bien évidemment, ça met de la pression de performance, tu sais. Fait que, tu sais, pendant des années, j'ai essayé de dessiner comme un fou pour devenir le meilleur, entre guillemets, là, tu sais. Parce que là, à un moment donné, en fait, c'est un thérapeute. Tu sais, j'ai fait le programme MU à Rimouski avec Cétacé. Puis, un des intervenants, il m'avait dit, mais tu sais, pourquoi. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ah oui, c'est ça. Il m'avait dit, mais pourquoi prendre la place alors que tu peux prendre ta place dans le milieu de la BD? Ouais. Vas-y, Sophie, oui. Oui, parce que, pour faire écho à ça, moi, je pense à comment quel genre de relation que j'ai avec ma propre performance, parce que je suis beaucoup sur les médias sociaux nécessairement. Et c'est tout le temps quelque chose que je regarde parce que moi, étant donné que j'ai pas de contrat, j'ai pas exactement de revenus stables, tous mes revenus, c'est par ma présence sur les médias sociaux. Et donc, il y a réellement une compétition pour l'attention des gens et je trouve que ça me ramène beaucoup au fait souvent que, moi, j'ai fugué quand j'avais 16 ans, je suis jamais retournée chez moi et j'ai tout le temps l'impression que ma présence sur les médias sociaux c'est un peu une manière pour moi de retrouver cette attention-là que j'ai jamais eue de mes parents, par exemple. Donc, ouais, je trouve ça très anxiogène, l'idée de devoir performer sur les médias sociaux parce que ça te met en compétition avec toutes les autres. Alors que souvent, moi, la raison pour laquelle j'aime faire de la bande dessinée, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre qui fait ce que je fais et c'est pour cette raison-là que je veux le faire. Et donc, je crois que c'est important quand on a une histoire à raconter qui est la nôtre, de réussir à la faire entendre. Puis ouais, c'est ces émotions-là que ça m'apporte. J'ai l'impression, à vous entendre, que vous avez tous cette espèce de constat-là, de vouloir aller contre ce qu'on vous disait quand vous étiez petit, de dépasser les discours de vos proches, mais la pratique de l'art, vous avez décidé de l'investir, c'est pas juste un loisir, c'est votre vie. Et là, quand vous rentrez dans une classe, quand vous étiez enfant, là, vous n'avez pas eu de rencontres comme ça avec des artistes là. Et toi, Mathieu? Oh oui, j'en ai eu une. Ouais. Je me rappelle, c'était Marisol Sarrazin qui était venue, une illustratrice qui était venue à mon école primaire. En fait, je pense que j'étais en 2e année. Puis c'est la première qui m'a fait me rendre compte que hey, c'est un job dessiner, gagner sa vie. C'est pas juste un loisir. Non, c'est pas juste un loisir, c'est ça. T'sais, moi, ça m'avait bien gros marqué. Ouais. OK. Et oui, Géraldine? Ça pouvait être un métier parce qu'on m'avait présenté comme policier, ingénieur. Puis là, j'étais comme, peut-être, ou pilote d'avion. Puis là, j'étais comme, il y a un bel uniforme. Là, je sais pas, peut-être que je pourrais faire ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, je pourrais peut-être être artiste, tu sais, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est positif qu'on vienne dans les classes puis qu'on leur montre. Puis moi, je leur demande, je suis comme, y en a-tu ici qui voudraient être artistes? Puis il y en a qui disent oui, puis je suis comme, je t'encourage. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, mais combien tu fais par année? Puis là, je dis, je fais pas ça, je fais vraiment pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que moi, je suis complètement passionnée de ça. Puis je pense que
en fait, moi, j'en avais pas de plan B. C'est ça que je leur dis. J'ai dit, moi, j'en avais pas de plan B. C'était ça ou c'était comme, ben rien. Fait que, genre, j'étais allée à fond là-dedans, là. C'est ça. Puis je voulais juste revenir tantôt sur qu'est-ce qu'on disait par rapport à l'anxiété. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup d'anxiété de performance. Là. Genre, avant d'aller sur scène, je mangeais pas. Puis genre, 4 jours avant, j'avais des maux de gorge. Puis là, j'étais comme, je peux plus chanter. Il faut annuler le show. Mais je faisais pareil. Là. Mais genre, j'étais pas stressée. Puis là, j'ai rencontré Edgar Bory, qui est poète puis auteur-compositeur. Puis lui, il me dit tout le temps, Géraldine, on travaille pour rater mieux. Là, à chaque fois, je me dis, on travaille pour rater mieux. De toute façon, ça sera jamais parfait. Et là, on parle d'un chanteur qui a fait de la scène longtemps caché, sans caché. vouloir dévoiler son visage parce qu'il voulait pas entrer dans ce système-là de l'image et du rapport au chanteur. Donc, c'est assez particulier comme rencontre, ça. Oui, ben je pense que ça a vraiment... On est venu ici là, en octobre, puis avec Caroline Barber, qui est poète aussi. Je pense que de travailler avec eux, ça l'a vraiment complètement changé. Là. Maintenant, je suis plus stressée parce qu'ils me disent, tu vas rencontrer, t'es pas en performance. Mettons, je vais faire un spectacle de poésie. Je suis pas en performance de voilà, c'est Géraldine, puis je vais vous lire mes poèmes. Je suis là pour rencontrer les gens, pour qu'ensemble, comme on fasse de la poésie ensemble, puis après discuter de c'est quoi l'art. Fait que je pense que quand il y a eu ce déclic-là, j'ai arrêté d'être anxieuse parce que j'étais comme, ben, on est juste là pour parler, tu sais. C'est ça. Fait que, Et avec cette expérience-là que vous avez, quand vous rentrez dans une classe aujourd'hui, est-ce que vous les voyez, les jeunes qui sont un peu différents, un peu en détresse, un peu plus timides? Est-ce que vous les voyez? Puis comment vous allez les chercher si vous vous en rendez compte? Ben moi je les vois, oui. Après, tu sais, il y en a des fois qui nous surprennent. Tu sais, c'est sûr que en tout cas, je sais pas pour vous là, mais moi j'ai pas le radar nécessairement là. Puis des fois je me dis comment ça se fait que je les vois pas tout de suite. Mais en tout cas, je suis pas trop dur avec moi-même. Mais c'est ça, tu sais, on les voit, puis quand on finit par les voir, je veux dire, moi je vais aller chercher, puis souvent je te dirais que ceux-là, c'est après l'atelier qu'on va souvent plus connecter avec eux. Parce qu'ils sentent peut-être la pression du groupe, fait qu'ils n'osent pas trop se manifester, tu sais, ça peut arriver aussi. Mais comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est drôle, il m'est arrivé une anecdote. Je vais avoir un groupe le matin, j'en avais 3 dans la journée, puis là j'en avais un dernier à la fin de la journée. Puis ça a pris toute la journée pour que la petite fille du matin vienne me voir à la fin de mon groupe, de la fin de la journée, avec un dessin hyper bien fait, appliqué. Petite cocotte parlait pas, elle disait pas un mot, mais elle avait des yeux gros comme des billes. Sa prof me l'amène, puis là, elle me tend le dessin, et à côté de son bonhomme, c'est écrit « Quand je vais être grande, je vais être une artiste comme toi ». Ça m'a tout pris pour pas casser devant la petite. Fait que je l'ai encouragée, puis je suis parti pas trop longtemps après. Fait que, oui, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que l'impact est assez clair. Fait que oui, on les voit, on va les chercher, puis après, souvent, c'est eux qui vont venir nous chercher aussi. Tu sais, des fois, c'est des deux côtés, la relation, là. Ouais. Oui, Sophie. Fait que moi, j'avais juste des ateliers ce matin. Puis j'ai décidé d'aller me chercher un bon café à la brûlerie de Rimouski. Toute la semaine, je pensais à cette question-là, en fait. Et j'en ai fait une bande dessinée à la brûlerie cet après-midi. OK. Là, voilà. Mais puis, il faut que je dise que j'ai pas dit mes questions en personne avant. Là. Non. Et donc, c'est une bande dessinée à propos des choses que j'ai vues cette semaine. Je vous laisse la lire un petit peu de quelques instants. Oui. Est-ce que je devrais la lire à voix haute pour la radio? Oui. Choses que les transphobes et les homophobes veulent rendre illégales. Tel qu'observé lors de mes visites d'école rurale cette semaine pour parler de mon travail en tant que BDiste trans. La joie et la fierté dans le visage de cet élève de 8 ans avec 2 mères quand j'ai montré une bande dessinée avec 2 parents homosexuels. Les étoiles dans les yeux de cet élève dont l'Adelphe est non-binaire quand j'ai mentionné que le personnage principal de mes romans est aussi non-binaire. Le monde de possibilités qui s'est ouvert dans l'esprit de cet élève artistique qui m'a confié aimer s'habiller en fille à la maison après la discussion. Alors,
Évidemment, quand il y a des élèves qui sont... lorsque je commence à parler de mon travail, tu vois tout de suite dans leurs yeux vraiment qui se sent concerné par ce dont tu parles. Ouais. Et ce matin, c'est drôle parce que... Ben, c'est pas drôle pantoute. J'étais à la radio, justement, pour une entrevue dans laquelle, finalement, on a juste parlé pendant 10 minutes de comment certains de mes livres sont bannis dans les écoles aux États-Unis, par exemple, parce qu'ils traitent d'enjeux LGBT. Et du fait que des lois sont en train d'être votées un peu partout aux États-Unis, plus spécifiquement en Floride d'ailleurs, pour empêcher les enseignants et les enseignantes de même mentionner les enjeux d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. Et donc, tout ce que je fais aujourd'hui chez vous, finalement, ce serait interdit en Floride bientôt. Il y a pas moyen d'empêcher cette loi-là de passer. Et donc, c'était quand même drôle de parler de ça ce matin à la radio. Et, Dans les thèmes de notre table ronde, on a l'art comme outil de cohésion sociale. Comment on crée un rassemblement, une cohésion? Comment l'art peut rassembler dans un cas comme ça quand on est dans des pays qui ont des lois liberticides? Là, on est au-delà de l'acceptabilité sociale. Là. Comment l'art peut agir comme lien, comme pour créer une espèce de cohésion sociale, pour dépasser ces enjeux-là? Eh bien, c'est ce que je fais, moi, comme travail. Je prends l'actualité et je décortique et je réfléchis à voix haute très souvent. Certaines personnes me reprochent de ne pas offrir de réponse, mais je crois que dans le fait de réfléchir à voix haute, c'est déjà, ça aide beaucoup de gens, en fait. Parce qu'il faut dire que tu as une expérience assez internationale. Là. Tu parles de tes livres qui sont baignés aux États-Unis, tu viens d'un milieu rural au Québec, tu vis en Finlande, dans un milieu où il y a peut-être une mentalité qui est un petit peu plus à droite pour certaines choses, mais qui a un filet social, une façon d'assurer une sécurité financière et physique à une plus grande partie de la population. Donc, on est vraiment dans des zones complètement différentes. La réception à tes œuvres est complètement différente d'un endroit à l'autre. Oui, absolument. C'est certain que puisque c'est premièrement, surtout en anglais puis en français, je vais surtout être dans certaines régions du monde. Là. Disons que je fais très peu de tournées en Russie ou en Chine. Pas encore, en tout cas. Quoique j'étais supposé donner une série de conférences à Hong Kong en avril 2020. Bon. Mais quand j'écris une planche, je me dis toujours qu'il y a des gens qui vont la lire dans le sud des États-Unis, en Amérique latine, au Québec, en Europe. Et souvent, j'essaie de faire des choses qui vont résonner pour tous ces endroits-là. Et c'est pour ça que je dessine pas trop François Legault. Ça m'arrive. Ça m'arrive encore. Mon lectorat américain connaît maintenant tout sur Mathieu Bock-Côté. Écoute. Parce que justement, c'est des choses qui résonnent chez eux. Mathieu Bock-Côté, c'est quasiment un modéré au Texas. Ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment de créer ces liens-là entre les différents endroits où mon travail est lu. Puis c'est quelque chose qui est quand même très, très intéressant de voir ce que j'arrive à faire passer comme message en français et en anglais. Souvent, même, il y a des bandes dessinées que les textes changent complètement d'une langue à l'autre. Oui, parce que les références culturelles ne sont pas les mêmes. Non, exactement. Ouais. Donc, par exemple, dans ma bande dessinée dans laquelle je me moquais de Guy Nantel, je ne l'ai pas nommé par son nom dans version anglaise, mettons. Oui. J'aimerais ça, Géraldine, que tu nous parles un peu de ton travail, parce que tu travailles avec des groupes marginalisés, beaucoup. Tu travailles avec des femmes en situation d'itinérance, pauvreté, violence. Donc, tu travailles avec des femmes et tu travailles avec des jeunes aussi. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette expérience-là, de ce que comment l'art peut rassembler, peut aider ces personnes-là. Bien, en fait,
moi, j'ai vécu la violence sexuelle et conjugale. Et c'est vraiment par l'art que j'ai réussi à survivre. Tantôt, on parlait d'art qui permet de survivre. Ben, je pense que si j'avais pas écrit mon recueil en 2019, peut-être je serais plus là. T'sais, c'est vraiment ça qui m'a permis de comme avoir une voix parce que j'arrivais pas à le dire. Je l'ai dit 5 ans plus tard, tu sais. Puis de l'avoir écrit mais sans l'avoir dit en vrai, ça m'a sauvée. Puis c'est ça que je dis aux jeunes, je dis comme je donne pas cet exemple-là précis, mais je dis l'art, moi, ça m'a permis de transcender mes émotions puis de parler des choses que j'arrivais pas à dire dans la vraie vie. Puis là, je disais peut-être que ça peut être un moyen que vous pouvez utiliser. Puis quand j'ai travaillé avec des jeunes en situation d'itinérance, c'était des jeunes de 18 à 30 ans, on a écrit un recueil collectif avec eux. Je leur ai donné des ateliers pour écrire un recueil collectif. Puis il y en a un qui était comme, ben, j'ai plus vraiment envie d'aller péter un char maintenant. Je vais aller écrire la prochaine fois. Il dit, je vais pas te montrer ce que j'ai écrit, c'est trop violent, mais genre, la prochaine fois, je vais écrire. Puis j'étais comme, yeah! Au pire, comme, genre, garde-le pour toi, déchire-le, fais ce que tu veux avec. Mais je trouvais que c'était tellement une force de ça, ou une force c'était très rassembleur aussi. Il y a un jeune que j'ai eu, justement, en situation d'itinérance, qu'il avait de la misère il était très gêné, il voulait pas participer. Finalement, il a écrit 10 pages, puis il est comme, je vais vous lire toutes mes pages. Puis il a lu toutes ces pages aux autres jeunes, puis c'était avant la COVID, puis tous les jeunes, ils ont fait comme merci, genre on a vécu des trucs similaires, puis tout le monde s'est pris dans leurs bras, puis ils étaient comme merci d'avoir partagé. Je pense que c'est des trucs comme ça qui me font vibrer en tant qu'artiste. C'est la raison, je pense, pourquoi je fais ça. Ou j'étais allée à Sainte-Flavie faire un spectacle avec les aînés mordis. Puis là, j'ai chanté Claude Dubois. Puis là, il y a un monsieur qui m'a dit que c'était l'artiste préféré de son fils. Puis que son fils était décédé d'un accident d'auto. Puis il me racontait tout ça. Puis j'étais comme, c'est comme ça qu'on se lie ensemble des moments comme ça qui sont vraiment rares, mais qui changent ma vie. Puis en tout cas, je pense aide peut-être celle des autres, puis de dire les choses, parler, quand on fait des rencontres aussi de poésie, de parler ensemble. Quand je suis venue en octobre, il y a comme des moments où, en octobre, en fait, il y a des femmes qui ont dit des choses qu'elles n'avaient pas dites avant, qui ont dit même à la télé. Fait que je pense que l'art permet ça. L'art permet d'aller plus loin que soi, même si on part de soi. C'est un petit peu ce que tu fais aussi, toi, Jean-Sébastien, dans tes 2 dernières bandes dessinées, qui sont des autofictions aussi, qui te mettent en scène. Et là, il y a tout le danger, on n'ira pas dans cette direction-là de mettre en scène tout le monde autour de soi et tout ça. Mais vous parlez beaucoup. Mathieu, toi, c'est dans tes dessins, on te voit peut-être un peu moins, mais Sophie, Géraldine, Jean-Sébastien, vous êtes dans vos bandes dessinées. On vous devine, on vous voit. Ben, il n'y a pas de personnage qui s'appelle Sophie, mais on pense à la petite Sophie, peut-être, des réflexions que tu avais enfant. Mais Jean-Sébastien, j'aimerais ça que tu me parles de ta relation justement à l'art comme outil d'intégration, de cohésion, d'acceptation, parce qu'il y a la bande dessinée, mais il y a aussi le slam. Moi, quand je t'ai vu arriver pour la première fois sur une scène de slam, on se connaissait déjà depuis longtemps. On avait fait des entrevues autour de bandes dessinées, de petits fanzines que tu avais fait toi-même. Puis, à un moment donné, tu es rentré sur une scène de slam et tu as fait un slam et tu n'as pas bégayé du tout. Et tout le monde se regardait, on a fait comme, ben voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis ça a été vraiment une découverte pour toi puis pour tout le monde autour. Là. Ouais, le slam, ça a été une expérience très intense. Le début, ben, ça l'est toujours aujourd'hui, là. Ben, c'est quand même moins intense qu'au début, parce qu'au début, je dormais pas du tout la veille que j'allais faire du slam, tu sais. Là, aujourd'hui, je dors, là. Fait que, mais c'est ça, c'est que, en fait, c'est Soliel puis Marco que Soliel Perrault qui organise les soirées de slam à Rimouski, puis Marco Voyer-Bélanger qui organise maintenant les soirées de slam à Rivière-du-Loup. C'est eux qui ont fondé la Ligue de slam de Rimouski, puis ils étaient venus me voir parce qu'ils cherchaient des gens pour monter sur scène pour slammer. Puis là, ils m'avaient demandé de venir faire du slam. Puis là, moi, je les avais regardés, puis je leur ai dit
je leur avais dit, mais vous êtes malade, moi je bégaye, je pourrais jamais faire de slam. Voyons donc, c'est quoi ça, cette idée de fou-là, tu sais. Puis Soliel, il m'avait dit, ouais, mais gars, au pire, c'est quoi qui se passe? Au pire, tu montes sur scène, tu bégayes, puis ça se passe pas bien, puis après ça, ben tu reviens plus, puis c'est tout, tu sais, ça finit là, tu sais. C'est ce qu'il m'avait dit. Tu sais, en voulant dire, au pire, si tu te plantes, tu te planteras, puis tu reviens plus, puis c'est tout. Fait que là, j'ai fait. Bon, fait que là, j'ai réfléchi, puis il insistait. Ben, tu sais, ça, Soliel, quand il a une idée dans la tête, en tout cas pour les gens qui le connaissent, mais moi, c'est un très bon ami à moi. Puis quand Soliel il a envie que je fasse de quoi, là, il me lâchera pas tant que j'aurais pas accepté de le faire. Là. Ben là, pas à ce point-là, là, mais bref. Ça fait que là, tu sais, il m'incitait, bon, disons ça comme ça, il m'incitait à aller faire du slam à Rimouski. Puis finalement, ben, en année, j'ai décidé je me suis dit, ben, pourquoi pas, tu sais, c'est une expérience, là, tu sais, voyons ça comme ça. Puis là, la nuit d'avant, là, oh my God, hey, j'ai fait une nuit blanche, j'ai pas dormi pantoute, puis l'angoisse dans le tapis, crise d'angoisse, tout le kit. Finalement, le lendemain soir, j'arrive au bar, c'était au bar La Promenade dans ce temps-là. Puis là, ça prenait 3 textes de 3 minutes chacun. Puis je savais pas quoi écrire. Fait que je me suis dit, je vais écrire ma relation avec mes grands-parents. Genre. Mais tu sais, on le savait pas que c'était de ça que je parlais parce que c'était comme imagé puis c'était de la poésie. Mais c'est de ça dont je parlais. Mais tu sais, les gens savaient pas exactement que c'est de ça dont je parlais. Parce que je vais me rappeler toute ma vie de la toute première phrase de slam que j'ai dit sur scène. C'était coupable d'exister. J'avais commencé mon tout premier texte de slam à vie en disant cette phrase-là. Puis là, c'est ça. Parce que, en fait, moi, je m'étais dit, OK, je veux pas bégayer sur scène. Fait que là, j'ai comme la hantise de bégayer sur scène. Fait qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Fait que je m'étais dit, ben, dans le fond, tu sais, je bégaye, mais je peux mettre l'accent sur l'expressivité, l'intensité puis la performance pour compenser le bégaiement. Fait que j'étais tellement dans ce mode-là, genre intensité, articulation, expressivité, performance, que quand je suis arrivé sur scène, ça a juste comme explosé, puis j'étais comme en transe, en fait, là. J'étais vraiment comme en transe, puis je regardais pas les gens dans les yeux quand je faisais du slam, parce que sinon, ça m'aurait trop déconcentré. Puis j'ai livré mes 3 textes, bang, 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 puis à la fin de la soirée, ben... les juges, ils donnent des notes de 1 à 10 là, dans le slam, puis là, ils ont compté les points, puis là, Soliel, il est monté sur scène, puis il a dit, et le grand gagnant de la soirée, Jean-Sébastien Bérubé. Là, j'étais comme, je comprends pas, genre, je comprends pas. Puis là, je me rappelle, toi, tu l'avais annoncé à Radio-Canada le lendemain matin, le premier champion de slam de Rimouski, c'est le BDiste Jean-Sébastien Bérubé. Puis là, moi, je me promenais sur la rue, après, sur la rue Saint-Germain, puis il y avait des gens que je connaissais pas qui m'arrêtaient, ça hey, félicitations pour le slam, puis tout, puis je comprends pas, j'étais comme sur une autre planète, genre du jour au lendemain, tu sais. Puis là, le fait que ça se soit passé comme ça, ben là, moi, j'ai pogné la piqûre, j'ai pogné la piqûre du slam, là. Oui. Puis ça t'a donné toute une impulsion aussi pour avoir confiance en toi, pour t'amener plus loin dans ta pratique aussi de l'art, de la vie, de donner des ateliers. Je veux dire, tu n'aurais pas pensé donner des ateliers dans les écoles avant. Non. Ben, j'en ai donné quand j'ai publié ma première bande dessinée, Radisson Thomain, mais j'avais pas eu de très bonnes expériences. Mais tu sais, la première fois de ma vie que je suis rentré dans une école adulte pour aller donner une conférence, justement, pour Radisson, c'était à l'école secondaire ici à Montjoly. Puis dès que j'ai mis les pieds dans la porte, puis que là, j'ai vu les casiers, puis là, les jeunes, tu sais, la cloche sonne, les jeunes sortent de la classe, puis bon, tu sais, ça bouge là, dans les casiers, puis tout ça.
aussitôt là, que ça c'est arrivé, j'ai eu un flashback. Puis c'est... Ouais, ça a été dur, là, parce que là, t'avais toute ta propre enfance et adolescence qui remontait, puis ça a bloqué. Ouais, c'est comme Ouais. si j'avais un gros flashback, puis c'était vraiment pas le fun. J'ai fait une crise d'angoisse dans le hall d'entrée de l'école, puis en me disant je veux pas retourner là, tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, aujourd'hui, ça va mieux. Là, Mais quand parce que là, ça fait 12 classes que je fais. Là, depuis lundi, là, j'ai fait 12 classes. Il m'en reste 3 à faire demain. Puis la classe que je viens juste de finir à Amqui, c'était une classe au primaire en anglais enrichi. Puis là, je rentre puis je me rends compte que tout le monde parle anglais dans la classe. Puis là, je dis au prof, faut que je fasse ma présentation en anglais. Puis la prof, elle me dit, bah, c'est comme tu veux. Fait que finalement... complètement sur un coup de tête, puis tu sais, j'aurais jamais fait ça avant, là. Complètement sur un coup de tête, j'ai dit, hey, je vais faire ma présentation en anglais, puis j'ai tout fait ma présentation en anglais au complet dans la classe tantôt, puis tous les jeunes, ils étaient comme, oh my God, how do you speak English so well? Puis, tu sais, ça fait que là, c'est comme j'avais puis tu sais, je bégayais en anglais, puis je m'en foutais, puis j'avais juste du plaisir. J'avais plus de fun à faire ma présentation en anglais qu'en français parce que c'était inusité. T'sais. Ouais, il y avait un jeu. Là, oui, il y avait un jeu, c'est ça. Puis même la prof était impressionnée. Elle m'a dit how did you learn to speak English like that? Puis là, j'ai dit I was in English immersion when I was 18 years old. Puis, tu sais. OK. Et comment vous vous présentez quand vous arrivez dans une classe comme toi? Est-ce que tu leur dis aux jeunes d'emblée que tu bégayes? Pas tout le temps. Comment vous les abordez, les jeunes? Je le dis si je ressens le besoin de le dire. Cette semaine, dans les 12 classes, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit dans peut-être 2 classes ou 3 classes à la fin. Puis là, j'ai montré mon T-shirt. J'ai montré fièrement mon T-shirt. Mais je l'ai dit à la fin. Mais avant, je le disais au début parce que j'étais trop insécure. Maintenant, j'ai même pas ressenti le besoin de le dire, en fait. Mm-hmm. Vous autres? Comment vous vous présentez? Ben moi, il y a longtemps au début, j'en parlais que j'avais vécu de l'intimidation dans mes ateliers, puis que l'art m'aidait, tout ça. Ouais. Puis j'ai arrêté de le faire parce que ça faisait en sorte que quand je disais ça, il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 dans la classe, là, tout le monde les regardait. Fait que j'étais comme, mais j'avais l'impression de, sans le vouloir, en voulant les aider, de les ostraciser encore plus. Fait que j'ai arrêté de dire ça, puis me rendre compte que c'était même pas nécessaire parce que souvent... il y a des points communs, hein. Puis souvent, tu sais, en disant, je dessinais tout le temps, ou, tu sais, ça m'aidait. Tu sais, il y a des façons de le contourner sans mettre le spotlight sur la personne qui vit la chose. Puis moi, ce qui m'aide aussi, c'est que, mon Dieu, c'est drôle comme phrase. Ce qui m'aide, c'est que j'ai un TDA. J'ai un trouble de déficit d'attention, et souvent, ça, je le dis. Parce que c'est pas parce que tu as un trouble de déficit d'attention, je veux dire, il y en a tellement aujourd'hui que tu vis du bullying ou un truc comme ça. Ça peut, mais c'est pas universel. Fait que souvent, en passant par là, je réussis à aller chercher certaines personnes, puis c'est souvent eux qui me posent des questions puis qui reportent plus après, tu sais. Fait qu'en passant par ça, je réussis à aller les chercher. Fait que je te dirais que c'est peut-être le truc que j'utilise pour présenter une certaine différence rassembleuse, mettons. Puis sinon, je dis que je suis un artiste puis que je suis pas capable de faire d'autres choses. Puis en général, ça me rend bien sympathique. Fait que c'est comme ça que je me présente d'habitude. Vous avez tous beaucoup d'expérience dans la médiation, dans le travail avec des gens qui ne sont pas nécessairement des enfants, mais avec des groupes aussi de personnes marginalisées. Comment vous voyez cet arrimage-là, ces espèces de grandes tendances-là entre les arts, le communautaire, le scolaire? Comment vous vivez à travers ça comme artiste quand vous arrivez soit dans une classe ou dans un groupe? Et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer pour que tout ça puisse s'arrimer? Parce que c'est souvent, je pense, le problème où ça fonctionne en vase clos. Il faut amener tout ce monde-là à travailler ensemble. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Toi, Géraldine, on dirait que... Je pense que c'est nécessaire, là, puis essentiel. En tout cas, moi, dans ma pratique, c'est nécessaire et essentiel, puis je suis beaucoup en questionnement de comme décloisonner les pratiques artistiques, là. Je suis comme beaucoup tu sais, moi je suis poète, je suis autrice, compositrice, interprète, artiste de la parole, mais je danse du burlesque. Puis
parce que je trouve ça le fun, puis parce que j'aimerais ça l'intégrer à ma pratique. Puis là, j'ai beaucoup de questionnements de c'est comme, OK, mais c'est quoi qui fait qu'on est poète? C'est quoi qui fait comme qu'on est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis souvent, j'en ai là, des personnes qui sont comme moi, mais moi, je viens à ton atelier, mais je sais pas comment écrire. Tu sais, je suis pas poète. Puis là, j'ai vraiment... Je sais pas, j'ai comme un malaise avec toutes ces professionnalisation de l'art, puis comme pour moi, je suis beaucoup dans la démocratisation de ces mots-là ou de ces trucs-là. Mais il faut que ça s'arrime à un moment donné. Il y a l'école, il y a le milieu communautaire, donc le milieu scolaire, le milieu des arts, c'est des milieux qui se mêlent à l'occasion, mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour que ça s'arrime encore mieux, pour qu'il y ait des effets encore plus intéressants de valorisation, de cohésion sociale, d'acceptation. Hein? On est dans voir l'autre, l'accepter dans ses différences, de voir autrement. Mais ça je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je pense que ça serait un questionnement par rapport au statut de l'artiste. Là. C'est sûr que les jeunes, quand j'y vois, il y en a qui sont comme « Ah, moi, j'aimerais vraiment ça. » Mais là, son ami dit « Ouais, mais tu vas pas faire de l'argent avec ça. » Quand j'y vois, tu sais, si on aurait une meilleure rémunération en tant qu'artiste, si on aurait un meilleur statut de l'artiste, moi, je suis sûre qu'il y en aurait plus qui seraient comme, ben, moi, je veux être artiste, puis c'est le fun, tu sais. Fait que je pense que ça part. En tout cas, je pense que c'est la première étape, c'est ça, là. Ça fait longtemps qu'on parle de refaire la loi sur le statut de l'artiste. Là, il y a un projet qui vient d'être déposé hier. On ne sait pas s'il va être... Oui, le nouveau projet de loi sur le statut de l'artiste a été déposé hier. Et les gouvernements ont jusqu'au 10 juin pour l'adopter. Et Culture à l'école a augmenté ses budgets pour les artistes comme vous qui donnez des ateliers dans les écoles. Ça faisait presque 25 ans, 24 ans que les tarifs étaient les mêmes. Avez-vous eu beaucoup d'emplois, vous, dans la vie où on n'a pas d'augmentation de salaire pendant 25 ans? Donc là, ça vient d'être augmenté. L'an prochain, on mangera du crack. Si les budgets dans les écoles suivent ce que les budgets pour les artistes viennent d'être annoncés, c'est là où il faut arrimer tout ça. Votre expérience, c'est ça, d'arrimer tout ça, oui? Ben, moi, je crois que ce qui est intéressant par rapport à ma pratique personnellement, c'est que ce soit tout en ligne et qu'il n'y a vraiment aucun statut pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucune valorisation du travail qui est fait par les artistes plus sur Internet, justement, parce que tu te dis, tu sais... je suis une des rares BDistes qui fait ça vraiment à temps plein, la bande dessinée au Québec. On n'est vraiment pas beaucoup nombreux. Et écoute, les gens connaissent pas mon nom. J'ai quand même 10 millions de vues par semaine, mais est-ce que ça crée une différence? Pas du tout. Tu as publié combien de livres? Une dizaine de livres? Une dizaine de livres dans plusieurs langues aussi. Mais là où je veux en venir, justement, c'est qu'il y a une dévalorisation constante, justement, du travail qui est fait par les artistes émergents sur Internet. Et les seuls dont on parle, c'est toujours des artistes qui ont déjà percé en dehors des médias sociaux d'abord et qui vont continuer sur Internet. Donc ouais, je fais mon travail en ligne, mais j'ai pas l'impression de participer à la culture québécoise, tu sais. Et ouais, non, je trouve ça très difficile souvent que mon travail soit vu comme ça à travers le monde. On en parlait tout à l'heure. J'ai des affiches dans des écoles aux États-Unis ou en Europe et les gens s'en foutent un peu ici parce que mon travail est juste en ligne et c'est moins in your face que beaucoup d'artistes au Québec, tu sais. On accorde moins de valeur à ce travail-là qui est sur Internet. Jean-Sébastien, j'avais l'impression que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus sur l'arrimage entre... Tu travailles dans des organismes communautaires avec l'école et avec ton art. Et comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Peut-être qu'on pourrait terminer avec ça parce qu'on va conclure bientôt, mais qu'est-ce que ça serait votre souhait par rapport à tout ça, à cet arrimage-là entre l'art, l'œuvre utile et communautaire de l'art et du milieu scolaire ensemble?
C'est une bonne question. Ben moi, en fait, j'ai un projet de bande dessinée là, que ça fait longtemps que je veux faire, puis là j'ai décidé que c'était maintenant que j'allais le faire. J'ai un projet de bande dessinée sur le bégaiement, justement, là, pour vraiment là, démystifier, déconstruire, enseigner, si on veut, sensibiliser. C'est quoi le bégaiement d'un point de vue scientifique? C'est quoi tous les préjugés puis les fausses croyances dans la société qui existe? En psychologie, il y a beaucoup de fausses croyances aussi sur le bégaiement. Donc, c'est quoi tout ça? Puis, dans le fond, qu'est-ce que les personnes qui bégayent vivent au quotidien dans la société aussi? Puis, moi, c'est vraiment un projet de bande dessinée. C'est le projet que, en tout cas, actuellement, que je considère comme étant le plus important de ma carrière jusqu'à maintenant. Parce que, tu sais, il existe rien, en fait. Là. Il existe rien sur le bégaiement dans la littérature, sauf en anglais. Mais pour moi, ça, c'est une façon, justement, de faire œuvre utile, comme tu disais. Puis, tu sais, par rapport aux écoles, ben, peut-être que je sais pas, mais peut-être que... Ben, en tout cas, mon souhait serait que ça soit utilisé dans les écoles, tu sais. Oui. Quelqu'un d'autre? Ton souhait? Ben, vous faites de la médiation, vous travaillez en milieu scolaire, vous travaillez avec... Ben, par exemple, je vais te la poser autrement. Moi, je vais prendre un autre chemin pour y arriver, mais depuis que tu as commencé à faire des bandes dessinées, à publier, il y a 10-12 ans, on parlait pratiquement pas des personnes trans ici, par exemple, au Québec. Et toi, tu as été vraiment une pionnière. Donc, comment ça a évolué, cette relation-là entre l'art, le communautaire, l'acceptation sociale? Aujourd'hui, tu le disais, tu vas dans les classes, les enfants, ils connaissent le vocabulaire associé à tout ce qui touche les personnes trans. Que les adultes. Mieux que les adultes. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça s'est passé par le communautaire, c'est passé par l'art, c'est passé par les artistes qu'on voit. Donc, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Comment on pourrait favoriser encore plus cette espèce d'esprit-là de travail, de collaboration entre ces milieux-là qui ne se parlent pas tout le temps? Ben, je crois que le festival, c'est déjà une très bonne manière de faire ça. Je peux pas, j'ai de la difficulté à imaginer mieux personnellement. Moi, de toute la semaine, écoute, je trippe. C'est pas, c'est vraiment rare que j'ai l'opportunité comme ça de faire ce travail-là auprès des écoles, des élèves et à parler de ce que je fais dans une optique justement de diversité, surtout par rapport à mon travail. Et écoute, j'aimerais ça que chaque région au Québec ait son claque pour justement organiser des tournées comme ça dans les écoles. Julie, on part une franchise du claque. Ben oui. Claque nationale, écoute. Non, pour moi, là, c'est vraiment un monde idéal. Là. Ça fait longtemps quand même que le programme des artistes à l'école existe, mais on dirait que là, il y a des choses qui se mettent en branle. Oui, puis je pense que le mot, c'est décloisonner aussi. Tu sais, veux pas, en tout cas, je peux parler pour moi, peut-être que c'est le cas pour vous, mais souvent, les artistes, on travaille dans nos ateliers, dans notre coin un peu, tu sais. On dirait que on n'a pas nécessairement, en tout cas pour moi, j'ai pas nécessairement le réflexe, si on m'invite pas, d'aller vers les milieux communautaires, etc. Je pense que cette espèce de lien-là, peut-être des fois qui manque pour moi et d'autres personnes qui sont un peu comme moi, mais c'est ça. Je pense que sortir de nos ateliers, nous amener à sortir de nos petits vases clos, c'est peut-être ça des fois qui manque un peu, la petite impulsion, tu sais. Puis pour reprendre ce que tu disais, Sophie Leclac le fait très bien. Il y a d'autres organismes, moi je viens de Montréal, je travaille avec MU Montréal aussi, qui fait des murales en école, qui fait un travail extraordinaire dans les milieux défavorisés, un peu partout dans la grande région de Montréal. Tu sais, c'est vraiment des organismes comme ça qui font la différence, qui nous amènent aux jeunes, mais qui amènent aussi les jeunes à nous, puis qui fait une courroie de transmission. Tu sais, je vois pas autre chose de mieux qu'un système comme ça. Tu sais.
Eh bien, oui, Sophie, une petite dernière avant qu'on se quitte. Oui, excuse-moi, je voulais juste ajouter justement par rapport à ça que moi, pour mon travail, tu sais, c'est surtout par rapport aux enjeux LGBT et donc c'est des organisations LGBT qui vont m'approcher, qui vont me demander, par exemple, de faire des présentations ou si je vais dans les écoles, ça m'arrive en dehors du CLAC, évidemment, ça va être parce qu'il y a des élèves de la diversité dans leur classe ou des enseignants qui sont au fait de ces enjeux-là. Mais j'ai jamais l'opportunité, c'est vraiment très rare de parler de bande dessinée, de littérature avec ces élèves-là parce qu'on s'attend, moi, à ce que je parle des enjeux communautaires. Et donc, le fait que j'arrive dans ces classes-là cette semaine pour parler de littérature d'abord et avant tout, pour moi, c'est vraiment révélateur dans le sens où les élèves, je les trouve beaucoup plus réceptifs aux enjeux dont je parle dans mon travail puisque je suis là pour parler d'art, de dessin plutôt que d'enjeux communautaires. Ouais. Et donc ouais, c'est vraiment un autre contexte comme ce dont tu parlais. Ben oui, Géraldine. Non, mais c'est juste que depuis tantôt, je me dis, c'est comme, j'ai vraiment l'impression que le CLAC, aller dans les écoles, puis je l'ai vu aujourd'hui, c'est que ça permet de montrer qu'ils peuvent être artistes, que c'est possible, que c'est une possibilité. Puis moi, j'ai pas eu ça quand j'étais jeune, puis j'étais comme, j'aurais vraiment aimé ça. Puis il y en a un qui m'a dit, moi, je joue de l'art, puis je veux être harpiste. J'étais comme, let's go, tu sais, genre. Puis là, on est là, puis on est devant eux, puis on est comme, regarde, c'est possible, moi, je le fais. Fait que je pense que ça, c'est vraiment, c'est de l'or en barre, là, c'est important, là. C'est vraiment important. Et si je peux rebondir rapidement sur ce que Géraldine vient de dire, tu sais, parce que je vois que tu veux conclure, Annie, j'ai vu tes gros yeux, tu m'as presque fait peur. Mais ça prend, en fait, ça nous prend une voix pour devenir des modèles pour eux. Puis une voix, vous nous en offrez une cette semaine. Tu sais, je pense que c'est surtout ça. Non, mais sans être têteux puis sans parler nécessairement du CLAC, je pense qu'à partir du moment où on a une voix, on est visible et on peut devenir des modèles. Si on reste dans l'ombre, on est à peu près rien. Tu sais, on peut pas personnifier quelque chose pour eux, fait que autrement que par notre art, mais nous, notre visage est important pour eux aussi. Fait que vous nous donnez une voix, vous nous permettez d'être des modèles, puis je pense que c'est ça que ça prend pour eux, pour nous rendre importants à leurs yeux aussi. C'est donne une voix qu'on redonne après. Oui, voilà. Je suis comme, Oui. vous nous donnez une voix, la chance, puis après on est comme, regarde, tu peux la prendre maintenant. Okay, oui, voilà, c'est une passation. Ouais. Mais c'est magnifique. Oui, Sébastien. Je vous écoutais puis je me disais, hey, j'espère juste que j'ai pas découragé les jeunes en leur montrant à quel point la bande dessinée c'est dur puis c'est long parce que moi je leur montre vraiment toutes les techniques de BD puis c'est vraiment blanc. Voilà comment on fait de la BD blanc, genre. Jean-Sébastien, je les ai assommés de la même manière que toi, fait que s'ils sont encore vivants, je pense que c'est correct. Ceux qui vont continuer à dessiner, ça va être les vrais. Mais oui. Hey, mais merci beaucoup de vous être prêtés à ce jeu de la table ronde avec toute cette générosité. Jean-Sébastien Bérubé, Géraldine Saucier, Sophie Labelle et Mathieu Potvin. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à nos partenaires, je le répète, Hydro-Québec, les Caisses des Jardins, le Centre Femmes de la Métis, le FRIES, le CLAC, évidemment, pour offrir toute cette programmation-là. Julie Boivin et Ananda, qui coordonnent tout ça. C'est plus d'une vingtaine d'artistes qui donnent des centaines d'ateliers cette semaine dans les écoles de la région qui vont rencontrer autour de 5500 jeunes. Donc, moi, c'est Annie Landreville. Elle m'a fait un grand plaisir d'animer cette table ronde-là avec vous et de vous avoir fait parler. Merci beaucoup et puis bonne crue des mots. Merci à la télévision de la Métis. Merci à CKMN de nous supporter, de nous suivre et d'être de précieux partenaires.